Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre cours du jour. Aujourd'hui, nous avons un cours par visioconférence. Pourquoi par visio? C'est parce qu'on a eu pas mal de problèmes aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai eu des problèmes dans les transports à cause d'un accident dans le 78 sur la route, dans le 78. J'étais dans un taxi, j'étais obligé de changer de transport pour arriver plus vite, mais arrivant à la ligne 8, il y a eu encore plus de problèmes parce que la ligne 8 a été bloquée. Je ne savais pas. En passant près de 15 voire 20 minutes dans les transports, j'étais obligé d'appeler la direction pour annuler le cours et pour dire aux étudiants de mettre le cours en visioconférence aujourd'hui. Quand j'ai dit visioconférence, on enregistre maintenant. Après, vous aurez qu'à regarder l'enregistrement et comme ça, vous pouvez consulter à n'importe quel moment. Voilà, nous n'allons pas passer notre temps à parler de ces problèmes-là. Maintenant, on va mettre un peu les points sur les i. Alors, là, on arrive à la phase du terminal de notre cours, hein. Mais avant tout, il faut que je vous rappelle le programme parce que mais moi, j'étais un peu perdu sur le programme, hein, le programme qu'on doit avoir pour pour ce semestre, hein, les choses sur lesquelles on doit travailler, hein, notamment avec le plan du cours, ça, il faut qu'on parle. Déjà, l'horreur, avant tout, l'horreur du cours. Donc, déjà, aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, il nous reste le 26 mai, 2 juin, le 9 juin et le 16 juin. En tout, il nous reste 4 cours. Il nous reste 4 cours pour boucler ces modules parce que normalement, nous avons 15 séances, hein, si je ne dis pas de bêtises. On a commencé le 10 mars, 17 mars, 24 mars, 31 mars, 4 cours. 7 avril, 14 avril, 21 avril, 28 avril, 4 et 4, ça fait 8 cours. 5 mai, 12 mai, ça fait 10 cours. 19 mai, 11 cours. 26 mai, 12 cours. 2 juin, 9 juin, ça fait 14 cours. Et puis 15 juin, ça fait 15 cours. 16 juin, ça fait 15 cours. Et puis le 23, ce sera l'évaluation. Essayez d'agrandir pour vous parce que j'imagine que vous ne voyez pas très bien de quoi on parle, hein, de quoi je parle. Alors, ça, c'est votre programme pour le second semestre, hein. Le second semestre, vous avez accès à ces cours-là. Peut-être si vous avez oublié le planning, je vous rappelle que nous sommes en cours jusqu'au 16 juin. Jusqu'au 16 juin, nous sommes en cours. Il nous reste 4 séances, hein, la séance du 26, c'est-à-dire lundi prochain, la séance du 2 juin, la séance du 9 juin et la séance du 16 juin. Après, l'évaluation annuelle, ce sera le 23 juin. Le 23 juin, tout le monde doit être présent pour présenter son travail. Alors là, on va revenir sur le travail, hein, que vous aurez à rendre, hein, le travail en soi. Pour ce travail-là, le document écrit qui m'intéresse, c'est cette fiche-là que je vous ai présentée dès le départ. Vous aurez à présenter cette fiche, hein. Dans cette fiche, sur la page d'accueil ou une page de garde, sur la page de garde, on a le thème général, qui c'est notre page de couverture, le thème général, et puis le sujet. Vous avez le thème, le sujet. Il ne faut pas oublier que quand on parle du sujet et du thème, c'est de manière globale. Et puis le sujet, c'est plus réduit. Puis, vous allez ajouter votre nom en tant qu'étudiant présenté par, vous supprimez ce texte-là, vous en remplacez par votre nom. Et puis, sous la direction 2, pour l'instant, il n'y a que moi, vous allez ajouter mon nom ici. Après, pour les juristes, pas la peine, parce qu'on va faire les choses entre nous pour l'instant. Que vous soyez en première année ou en deuxième année, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Vous avez ce document à rendre. Par contre, c'est le nombre de pages qui change. Le nombre de pages, bon, l'année dernière, on était un peu dans les clous. Maintenant, on va être encore plus exigeant parce que vous avez plus de cours cette année. Vous avez plus de temps avec moi.
pour certains d'entre vous. Pour les autres qui n'ont pas joué le jeu, qui ne sont pas souvent présents, qui ne donnent pas de nouvelles, je vous conseille de travailler sur ces aspects-là, de faire ce petit travail. Après, vous reprenez à nouveau le thème, le sujet, même si c'est de la répétition, vous mettez. Parce que ça peut arriver, on enlève la première page et oui, on donne une deuxième jusqu'à la dernière page à corriger. Voilà, vous reprenez le sujet, vous ajoutez la problématique. Pour la majorité d'entre vous, nous avons déjà corrigé votre problématique. Pour d'autres, ce n'est pas encore fait. Essayez d'envoyer votre problématique pour correction. Après, il faut ajouter les mots-clés. On dit pour les mots-clés, il faut un minimum de 5 mots-clés et puis un maximum de 25. C'est entre 5 et 25. Il ne faut pas dépasser 25. Il ne faut pas rester en dessous de 25. Parce que c'est normal, parce que vous êtes en DBA, et c'est un DBA, c'est un doctorat, en doctorat, il faut avoir au moins un certain nombre de mots-clés. Alors, les mots-clés, quelque sorte, les mots-clés sont, ce sont des mots qui font partie du thème, du sujet et de la problématique. Il faut qu'on retrouve ces mots-clés. Donc, il faut qu'on retrouve les mots-clés qu'on met dans le thème, dans le sujet et dans la problématique. Il faut qu'on retrouve ces mots-clés dans la liste des mots-clés, dans l'ensemble des mots-clés, dans la liste des mots-clés. Dans la liste des mots-clés, il faut qu'on retrouve les mots qui formulent le thème, pareil, les mots qui formulent le sujet, de même pour les mots qui formulent la problématique. Il faut qu'on retrouve ces mots-clés dans la liste des mots-clés. Et après, vous pouvez ajouter d'autres mots-clés, des mots-clés connexes, des mots-clés qui vous permettent encore d'approfondir le sujet. Alors, et après, toujours sur cette première page, après la page de garde, il y a une autre page, cette page-là, vous allez ajouter les caractéristiques du sujet. De quoi ce sujet est particulier? De quoi, qu'est-ce qu'on parle vraiment d'important ou de particulier dans ce sujet? C'est ça les caractéristiques du sujet. D'accord? Alors, pour les caractéristiques du sujet, vous allez vous puiser des informations, vous inspirer du thème, hein, de la problématique et du sujet. En gros, c'est sur l'ensemble de ces informations-là que vous allez baser votre réflexion pour caractériser votre sujet, les caractéristiques du sujet. Pareil, si vous ne comprenez pas le sens quand on vous demande les caractéristiques du sujet, essayez de vous poser la question vous-même. Qu'est-ce qui vous caractérise? Pareil, moi, je peux dire, qu'est-ce qui me caractérise? Bon, moi, qu'est-ce qui me caractérise? Je suis enseignant-chercheur, j'enseigne, mon activité professionnelle, c'est de l'enseignement et de la recherche. Voilà, ce sont mes caractéristiques. Et pareil, hein, pour votre sujet, qu'est-ce qui caractérise votre sujet? Qui caractérise votre sujet, là, vous essayez de planer en grosso modo sur votre sujet. Voilà, et puis on passe dans le vif. Dans le vif, c'est là qu'on va rentrer encore dans plus de détails. Là, on ajoute introduction du sujet d'étude. Introduction du sujet d'étude, ce qu'on appelle, hein, pour vous, comme c'est une thèse DBA, ce sera l'introduction générale. C'est ça. Dans cette introduction, vous allez parler en long et en large sur le contexte, hein, le contexte. Vous allez, vous allez présenter les explications autour du sujet et les objectifs que vous allez poursuivre à travers ce sujet. Alors, le contexte, c'est important. Un peu de l'analyse sectorielle, parce que vous êtes en DBA, c'est important pour nous. Quand on parle de l'analyse sectorielle, même si vous ne rentrez pas dans les détails, mais les informations d'ordre macroéconomique sur le plan politique, juridique, légal, sociologique, écologique, environnemental, etc., économique, il faut donner des informations. Comment ces informations impactent votre sujet, comment votre sujet pourrait être impacté par ces informations, parce que c'est important. Parler un peu d'histoire, dépendamment de votre sujet, il faut remonter à l'origine, parler de l'histoire. Qui a premier travaillé sur ce contexte-là? Qui a cité ce contexte? Qui a parlé de ce contexte? Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est un chercheur? Est-ce que c'est un acteur du cinéma? Ça, c'est important. Il faut aller à l'origine. C'est ça qu'on demande souvent. Vous faites ce premier, sans entrer dans les détails, c'est juste vous vous rappelez, vous rappelez. Ça remonte à quand? Quelle année? Avec qui? Voilà.
Et puis, vous donnez une courte explication et vous continuez dans votre exposé. Parce que ça peut arriver que si, si c'est le thème, bon, passez bref dessus. Par contre, si c'est le sujet en soi, il va y avoir des concepts à définir. Bon, ça, on verra ça dans la vraie vie de littérature. Mais là, on est dans dans l'introduction, on ne rentre pas dans les détails, les définitions, mais on rappelle quand même d'où ça sort. Quelle est personne, ou bien quel auteur, quel scientifique, ou quel homme politique, quel président, sénateur, député, je ne sais pas qui, ou bien personnalité populaire, personnalité populaire, oui, c'est vrai, mais personnalité de la société civile qui a déjà travaillé et parlé sur ce sujet. Ça, c'est important. Pour la première fois, toujours pour la première fois, qui a cité pour la première fois. D'accord? Alors, ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça quand vous faites votre introduction. Alors, si vous êtes en première année, bon, ça ne va pas être grandiose, c'est normal parce que vous êtes au début. Mais si vous êtes en deuxième année, il faut un minimum de pages, hein, pages. Si vous êtes en troisième année, mais là encore, il faut aller jusqu'à 4 voire 5 pages parce qu'il y a énormément de choses à dire. D'accord? Bon, je ne vous force pas. Mais bon, vous pouvez aller. Bon, c'est comme ça. Alors, vous ajoutez pas mal de choses et après, la même problématique que vous avez mis ici, vous voyez, ici, vous avez ajouté votre problématique. Vous allez plus bas, vous n'allez pas seulement ajouter la question automatiquement. On dit la problématique ou question de recherche, c'est qu'est-ce que vous voulez démontrer et après vous expliquerez pourquoi. Vous dites pourquoi. Vous, vous dites qu'est-ce que vous voulez démontrer à travers ce sujet-là et vous dites pourquoi. D'accord? Alors, c'est important de préciser. Ça a une relation avec les caractéristiques de votre sujet qu'on avait parlé au départ. Alors, vous posez pas directement la problématique, vous cherchez à donner une explication quelconque. Vous dites déjà, à travers ce sujet, à travers cette étude, j'aimerais démontrer ça. C'est la raison pour laquelle je pose cette question. Ou bien, raison pour laquelle une problématique s'impose. Deux points, et vous ajoutez la problématique. C'est pas comme ça vous arrivez, vous ajoutez la problématique, mais avant d'ajouter la problématique, vous ajoutez du texte. Vous ajoutez du texte avant d'ajouter la problématique. Ça, c'est important. Vous ajoutez du texte, vous expliquez ce que vous voulez démontrer. Et après, vous dites pourquoi vous voulez démontrer cet aspect-là à travers ce sujet. Et une fois que vous terminez à dire pourquoi, et c'est la raison pour laquelle une problématique s'impose. C'est là que vous posez votre question, qui c'est la problématique. On continue. Parfois, les questions, ou bien la problématique plutôt, a des sous-questions qui sont en support, qui sont des supports de la problématique, qui arrivent, hein, qui donnent du concret à la problématique. Parce que les sous-questions, ce sont des questions précises. On pose des questions directes, concrètes. C'est là que vous êtes osé. Alors, avant qu'on parle des sous-questions, on revient sur la problématique. Dans la problématique, on vous conseille souvent, comme vous êtes débutant généralement, de ne pas formuler des problématiques sous forme de qu'est-ce que, quel est, quels sont. D'accord? Pourquoi? Quand vous dites pourquoi, les gens ont tendance à répondre par parce que directement. Ou bien, quand on dit quels sont, on pose la question quels sont, les gens ont tendance à répondre par une liste de réponses. Quels sont, de manière numérique, on va dire numéro un c'est ça, numéro 2 c'est ça, numéro 3 c'est ça. Vous voyez? Par exemple, si je pose la question quels sont les avantages qu'on peut, qu'on peut tirer dans l'intelligence artificielle, bon, on va dire. Réponse C, avantage, c'est numéro un gestion du temps. Ciao. Numéro 2 facilité d'accès. Numéro 3 faire de l'économie, etc., etc. Vous voyez? Il ne faut jamais formuler une problématique avec lesquelles sont. Et le pourquoi, on peut ajouter pourquoi, mais il faut que vous soyez
fin connaisseur dans le domaine. Quels sont? Non, c'est à bannir. Par contre, si vous formulez votre problématique par le comment, en quoi, vous voyez, comment, en quoi, etc., etc. Mais le pourquoi, on peut l'utiliser, mais il faut nuancer. D'accord? Alors, pour les sous-questions, c'est là que vous êtes autorisé à poser des questions courtes. La problématique, c'est une question longue, large, mais bon, quand même limitée, quand même délimitée, pas limitée, délimitée. Mais par contre, les sous-questions sont des questions courtes. Ça, vous avez pas mal d'exemples déjà. Dans les premiers cours, j'ai déjà présenté. Pour vous qui arrivent au niveau, ou bien à partir du printemps, je suis disponible pour vous aider à aller plus loin. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Alors, pour les hypothèses, pour les sous-questions plutôt, ce sont des questions directes, claires et questions courtes. Et ces sous-questions peuvent être parfois des hypothèses aussi. Ces sous-questions sont généralement ces mêmes questions que l'on pose qu'on va transformer en hypothèse à la fin de la revue de littérature. Parfois, c'est ça. Ou bien, dès le départ, on formule quelques hypothèses à tester. Bon, là, c'est un peu dangereux parce que on privilégie beaucoup plus le format hypothético-déductif ou l'approche hypothético-déductive. L'approche hypothético-déductive, ça signifie que vous avez une question de recherche qui est votre problématique et cette problématique-là que vous allez essayer de trouver une réponse théorique à partir de la littérature. Et à la fin de la littérature, vous faites émerger excusez-moi, des hypothèses et ces hypothèses vont être testées. C'est pour cela qu'on dit hypothético-déductive. Quand vous allez tester ces hypothèses sur le terrain, soit par une approche qualitative ou une approche quantitative, ça, c'est la déduction qu'on cherche à faire. C'est pour cela qu'on emploie souvent le terme de l'approche hypothético-déductive à travers une thèse DBA, même pour un mémoire de fin d'études, c'est pas. Voilà. Alors, là, on présente les sous-questions et les sous-questions et les hypothèses sont généralement des résultats attendus. Ça signifie, au final, vous posez la question, c'est au final, quand vous allez répondre à la question posée, quand vous allez répondre à la problématique, à la fin de votre thèse, à la fin des résultats, dans la conclusion, c'est là que vous allez illustrer les réponses avec ces attendus, ces sous-questions. Ça, bon, j'ai dit ça de manière théorique, mais quand vous êtes dans la réalité, c'est plus palpable. Parce que le but, vous formulez des hypothèses, pas formuler des hypothèses, vous formulez des questions ou des sous-questions, vous formulez une problématique et à la fin de votre travail, il faut répondre à la problématique. OK, on avance. Après, il y a les motivations. Motivation, pourquoi vous êtes motivé? Qu'est-ce qui vous motive pour réaliser ces travaux? Est-ce que vous faites ça juste pour le faire? Mais non. Il faut qu'il y ait un objectif. Vous visez un objectif. C'est objectif visé, c'est par rapport à ça, c'est ces objectifs qui vous motivent derrière. Parfois, on met les objectifs aussi. Quel est l'objectif de ce travail? Et après, on illustre à partir avec des motivations. Autre information importante, hein, ce sont les intérêts. Les intérêts sur le plan sociétal, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan académique. Sur le plan personnel, hein, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ce travail. Sur le plan personnel, si peut-être vous voulez développer une expertise dans ce domaine, devenir un expert ou une experte dans ce domaine, c'est comme ça, c'est sur le plan personnel. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous donne la capacité de mener des études, hein, aussi de travailler pour travailler dans un laboratoire, pour travailler dans votre cabinet ou dans un cabinet pour être responsable d'études? Parfois, c'est important. D'accord? C'est sur le plan personnel. Mais sur le plan professionnel, quelle serait la contribution de votre travail pour les professionnels? Quel problème que votre travail va aider les professionnels à résoudre? Ça, c'est important. D'accord? C'est la question que vous posez sur le plan de l'intérêt professionnel, sur le plan professionnel, intérêt professionnel. Sur le plan professionnel,
quelle serait la contribution de votre travail. Et puis sur le plan académique, sur le plan académique, pareil, quelles seraient les contributions de votre travail? Quelles lacunes académiques, quelles lacunes théoriques ou bien quelles lacunes en termes de revue de littérature que ce travail permet de combler? D'accord? Quel apport théorique votre travail va contribuer dans le champ de recherche, dans le domaine que vous êtes en train de travailler? Ça, c'est important. Bon, c'est généralement, on dit ça souvent, on dit, voilà, ce travail a été réalisé, ou bien ce concept-là a été démontré par plusieurs personnes, mais il y a tel aspect qui n'a pas encore traité, ce sera l'aspect que je vais, ce sera ma contribution, mais ce serait l'aspect que je compte aborder. Voilà, il y a dernière chose que j'ai failli oublier, ça c'est sur le plan sociétal. Sur le plan sociétal, comme ça c'est important. Intérêt sociétal, je le mets pour vous parce qu'on a tendance à l'oublier. Parce que n'oubliez pas, l'intérêt sociétal, ça c'est totalement nouveau parce que c'est nous qui sommes à l'ISMAC, on a pour imposer ça. Parce qu'on vit dans une société qui est en perpétuelle mutation, ça change à tout moment. Tout ce qu'on fait doit refléter la société, doit avoir un impact positif sur la société, sur le plan sociétal, et quelle serait la contribution de votre travail sur le plan sociétal. Voilà, ça c'est important. Bon, en gros, tout ça qu'on est en train de parler, euh, voilà, ce document-là, je l'ai déposé sur la plateforme, donc je peux vous envoyer. Si vous voulez l'avoir, vous m'envoyez un mail, vous m'écrivez par ce mail-là, ou bien vous m'envoyez un mail sur ce mail ISMA. D'accord? Je vais répondre. Bon, alors là, plus loin, c'est comment je vais m'y prendre et quelle va être ma méthode de travail. Alors là, ça, on vous demande de présenter votre démarche, comment vous allez vous mener votre démarche pour la réalisation de ce travail. Déjà, est-ce que vous allez collecter des informations sur le terrain? Est-ce que vous allez aller dans les bibliothèques pour consulter les archives, pour consulter les études de marché? Ça, c'est important. Est-ce que vous allez participer dans des conférences? Est-ce que vous allez mener des interviews en face à face? Est-ce que vous allez réaliser des sondages? Quelles sont les bases de données que vous allez utiliser? Est-ce que c'est Ken? Est-ce que c'est Google Scholar? Est-ce que c'est ProQuest? Est-ce que oui, c'est Business Source Complete? Tout ça, ce sont des bases de données qui existait, ou bien Springer, pourquoi pas? Ça, c'est important. Ou bien, bon, il y a tellement de bases de données. Bon, ça dépend de votre sujet aussi. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est important de rappeler ces bases de données. Vous notez à partir de comment vous allez mener votre démarche et après, vous allez encore plus loin pour dire comment vous allez structurer votre travail. C'est simple, on va dire. Ce travail sera situé en deux grandes parties. La première partie, c'est la revue de littérature. Et dans cette revue de littérature, je vais aborder tel concept, tel concept, tel concept. Là, vous commencez à annoncer votre plan. Et en deuxième partie, qui c'est la partie empirique, il va y avoir un premier chapitre qui va se baser sur l'approche théorique, l'approche méthodologique plutôt. Et puis, il va y avoir un second chapitre qui va se baser sur les résultats et dernier chapitre, ou bien un chapitre de conclusion, ça dépend, il va être sur la discussion des résultats, et puis les recommandations, plans d'action, etc., etc. Bon, en gros, c'est ça que vous annoncez déjà dans ce premier travail-là. Tout ça fait partie de l'introduction générale, bien sûr. Et après, vous commencez par les premiers chapitres. Les premiers chapitres, déjà. Premier chapitre, on va dire première partie, c'est comme ça, ce format d'entonnoir. Format d'entonnoir, vous commencez par partie, chapitre, section et sous-section. Qu'est-ce que ça signifie, partie, chapitre, section et sous-section? Pour faire votre plan, le plan de votre travail. On va voir ça tout à l'heure avec deux exemples. Bon, après, vous continuez à vous ajouter le nombre d'articles scientifiques, et ça, c'est si vous êtes en première année. Mais par contre, si vous n'êtes pas en première année, en deuxième année, on peut aller plus loin. On peut aller jusqu'à 25 ans, minimum 25.
25 pour vous qui êtes en deuxième année et jusqu'à 50 en troisième année. Voilà, ça c'est important. Il faut tenir compte de ça. 50 ans en première année, deuxième année et troisième année. Pareil pour les questions, pour les articles. Si vous êtes en première année, on peut accepter 5 articles de recherche. Hein. Et puis, si vous êtes en deuxième année, et 10 articles de recherche. Et si vous êtes en troisième année, 20 articles académiques sur le sujet. Parce que c'est important, ce sont les sous-bassements de votre travail. Voilà. Alors, ça, c'est important. On va dire jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50. Voilà. Comme ça, tout le monde va comprendre de quoi on parle. D'accord? J'espère que il fait en face de vous. Vous allez comprendre de quoi on parle. Voilà. C'est comme ça. Bon, OK. On va revenir sur le plan. Le plan qu'on a dit, et vous avez première partie, chapitre et section. On va avoir quelques exemples, hein, notamment les exemples des chercheurs qui ont déjà passé, qui ont déjà fait leur thèse. Hein, déjà, vous voyez comment ça se présente. Hein. Déjà, ça c'est la table des matières, comment ça se présente. On a un remerciement, abstract, résumé, liste des tableaux, hein, liste des tableaux, liste des figures. Tout ça, c'est important. Et puis, on a l'introduction, etc. Et c'est ce que je vous ai parlé avant d'aborder la première partie. On dit première partie, puis après, on a les chapitres. Hein. Chapitre, première partie, et puis on a chapitre 1. Puis, on va plus bas, hein, on va voir chapitre 2. Vous voyez, ça, c'est une thèse. C'est une thèse, vous voyez. Là, le chapitre 1 commence à la page 21 et ça se termine à la page 66. Ça, c'est une thèse. C'est pour cela qu'on appelle ça thèse. Bon, c'est une thèse académique, c'est normal. C'est normal. On va voir un autre exemple hein, pour voir le plan. Parfois, les étudiants peuvent être trompés. Voilà, encore, ça c'est francophone. Hein. Voilà, table des matières. Puis, on a l'introduction, tout ce qu'on avait dit, contexte de la recherche, problématique, fondement théorique, etc. Organisation des chapitres. Bon, ça, c'est le format que l'étudiant a utilisé. On commence, il y a partie 1 ou première partie. Voilà, on parle de quoi on parle. Après, on a chapitre 1. Chapitre 1, puis, hein, voilà, c'est très vaste. Et puis, on va avoir chapitre 2, très loin. Chapitre 2, parce que c'est une thèse. Chapitre 2, voilà, ça c'est important. Il faut pas que vous vous amusez à mettre des chapitres de 3, 4 pages. Mais non, ça ne veut rien dire. On peut avoir des chapitres et des sections et puis des points. Alors, c'est ça que l'étudiant fait. On a des chapitres, hein, ça peut être des sections. Ce sont des sections, sous-sections, etc. Bon, ce format de numérotation n'est pas tellement top. On peut voir ce format-là, une étudiante de chez nous qui avait fait son travail exceptionnel. Là, je vais juste vous montrer la page d'accueil. Vous voyez, c'est l'ISMAC. C'est l'ISMAC, la thèse ISMAC. Et la thèse numéro 2. Bon, la prochaine thèse qu'on va avoir, c'est la thèse numéro 3. On espère, avant la fin de cette année, on aura 3 thèses qui vont être soutenues cette année. À ISMAC, ce serait du pain béni pour nous et ça valorise notre formation. Alors, pour la table des matières, bon, c'est pareil, hein, l'étudiant commence par dédicace, hein, remerciement, résumé ou abstract en français, en anglais, sommaire, dédicace, hein, liste des figures, etc., etc. Bon, là, il y a une répétition, bon, c'est ça, je pense qu'on avait corrigé. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir. Pense, première partie, chapitre 1. Voilà, c'est comme ça. Puis chapitre 2, chapitre 3. C'est ce format-là qu'il faut respecter. Alors, ce format-là, j'aime beaucoup plus avec en italique pour tout ce qui concerne dédicace, remerciement, résumé ou abstract, sommaire, liste des figures, liste des tableaux, même liste des graphiques aussi, liste des graphiques et liste des annexes, glossaire. Tout ça, c'est en italique. La numérotation en italique. Et puis, la numérotation normale commence à partir de l'introduction générale. On a la page 1. On a la page 1. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. En italique, pour tout ce qui concerne dédicace, remerciement,
liste des figures, liste des tableaux. On va regarder pour notre étudiante NVN. Hein. Bon, elle reste dans le classicisme. On n'a pas fait beaucoup d'efforts. On va voir pour M. Sarah Dogo. Sarah Dogo, lui aussi, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Mais le meilleur format, c'est ce format-là. Vous voyez, ce format-là, c'est le meilleur format pour ne pas chercher à associer euh, ce qui, les informations contextuelles de la thèse avec les informations réelles. Les informations contextuelles, savoir euh, euh, sommaire, dédicace, liste des figures, liste des tableaux, liste des annexes, liste des graphiques, qui serait toujours en italique, en résumé, en italique, il reste de façon normale. Voilà. On s'arrête maintenant sur le plan. Vous voyez comment vous allez présenter votre plan et d'avoir un plan de travail qui vous guide au fur et à mesure que vous avancez. Vous avez votre... Alors, autre chose, si je ne dis pas... Voilà, bon, ça c'est un format mixte. Le format mixte italique et arabe, ça ne marche pas très bien. Mais par contre, le format le plus intéressant, c'est ça. Vous voyez, chiffre arabe, déjà, chiffre arabe, toujours. Si on parle ici, on dit chapitre 1, il va y avoir section 1. Chapitre 1, section 1. S'il y a section 1, on va voir 1.1, 1.2. Puis, hein, et là, on a 1.2.1. Ça, il y a un problème de décalage. Ça doit être ici. D'accord? Ça doit être ici, ici, là. Et puis, hein, là, c'est bien présenté. Parce que si on a 1.1, 1.2.1, on va avoir 1.2.1.1, 1.2.1.2, etc. Là, on a section 2. Section 2, on va avoir 2.1, et puis 2.2. Là, il y avait un petit problème de décalage. Bon, ça, c'est pas corrigé, mais c'est pas grave. Ben, ça, il faut que vous ayez en tête. Si on a 2.2 ici, on va avoir 2.2.1 va être ici. Et pareil, 2.2.1.1 va être ici. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, vous numérotez les titres et les sous-titres. Ça, c'est important. On ne peut pas envoyer une thèse sans numérotation des titres et des sous-titres. Quand vous faites ça sans numérotation des titres et des sous-titres, là, vous êtes vraiment hors du sujet parce que c'est important, c'est un travail académique. Hein. Là, il y a un format à respecter. Bon, vous voyez, là, il n'y a pas de thèse parfaite, mais bon, il faut respecter ça. Alors, si je regarde c'est le mien, peut-être, je peux le trouver. Ça vous permet de voir comment j'avais travaillé. J'ai fait thèse, Wilson Mabossière. Voilà, comme ça. Ça vous permet de voir comment j'avais présenté ce format-là. Ça date dans, bon, ça c'est Paris-Saclay, Évry et Télécom maintenant font partie de l'Université Paris-Saclay. Bon, c'est juste pour vous montrer comment ça se présentait à l'époque, comment je l'avais fait. Ça, c'est un modèle hein, aussi. Bon, ce n'est pas top chez top, mais c'est un modèle qui respecte les normes. Vous voyez, là, ça, c'est très classique. Hein. Vous commencez par, vous voyez, remerciement. C'est en chiffre romain, j'avais dit tout à l'heure, c'est chiffre romain. Résumé, abstract, ouais, et puis sommaire, voilà. Liste des tableaux, liste des figures, liste des sigles, acronymes et abréviations. Parfois, il y a des confusions entre acronymes, entre abréviations, entre sigles. Bon, on met tout ensemble et puis on les mixe. Liste des annexes et puis glossaire. Puis après, on commence. L'introduction générale commence à partir de la première page. Première page. C'est comme ça, quand vous faites ce travail sur ce format-là, ça colle avec la réalité. Ce que je vais faire, je vais prendre cette page-là, je vais vous l'envoyer parce que il faut que vous respectez quand même comment présenter un mémoire, comment on fait la mise en forme d'une thèse. D'une thèse, pas un mémoire. Voilà. Après, sans oublier le numéro de la thèse, ça c'est important sur la page de garde. Je m'adresse aux étudiants qui sont en troisième année et ceux qui commencent déjà à préparer leur soutenance. Voilà. Vous voyez le numéro de la thèse. Alors, ça c'est important. Bon, alors là, je termine avec cette partie de mise en forme. Hein. Mise en forme, rédaction, début de la rédaction. Pour certaines personnes, c'est de la répétition, mais c'est important de vous rappeler ces choses-là
parce que moi, je me rappelle même la veille de ma soutenance, la dernière semaine, j'ai assisté à un cours de méthodologie pour voir comment on présentait les documents, comment on fait des présentations orales. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, bon, j'ai fait tellement de présentations, ça ne devrait pas présenter un problème pour moi, mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais, parfois, il y a des choses qui nous échappent. Surtout quand on est stressé, on oublie tout. On oublie tout. Voilà. Même une blague que quelqu'un vous donne, vous avez tendance à l'écouter. Bon, alors, ce que j'ai fait, je ferme ici. Ce que je vais vous montrer maintenant, le document en soi. Le document en soi pour votre présentation. Bon, alors là, je ne sais pas quelle couleur. C'est pour cela qu'il faut que je vois avec Johan, je vais lui demander de m'envoyer la marque saisie que vous allez utiliser pour faire vos présentations orales. C'est pour cela, c'est important, il faut tenir compte de ça. L'autre chose que je vais dire aux étudiants, s'il vous plaît, vous êtes en DBA, en doctorat, business administration. Cette histoire de faire des présentations avec votre téléphone portable, d'écrire sur votre téléphone portable, ce n'est pas professionnel. Ce n'est pas professionnel du tout. S'il vous plaît, faites un effort, essayez d'utiliser un ordinateur. Un ordinateur, bon, je ne vais pas vous dire acheter un ordinateur Mac, c'est pas, d'ailleurs, c'est pas ça. D'ailleurs, quand vous avez Mac, vous êtes un peu limité pour les présentations. Bon, essayez de trouver un ordinateur euh, PC, de type PC. Ça, c'est important, hein, de type PC. Même Android aussi, qui permet d'avoir accès à Microsoft PowerPoint. Ça, c'est bien. Et deuxième chose aussi, les étudiants qui s'amusent à aller sur Canva. Non, non, on n'aime pas Canva. Dans le milieu académique, on reste classique. Canva, c'est pour faire des présentations, c'est très joli. Mais dans le milieu académique, il faut rester dans le classique. Et Microsoft PowerPoint, c'est l'excellent outil qu'il faut utiliser. Après, il existe d'autres outils. Et ces outils-là ne donnent pas les choses comme on attend. Ils cherchent à nous imposer des choses et puis au final, on passe à côté. Voilà, alors ça c'est important. Vous vous rappelez le titre de votre sujet et vous rappelez votre nom ici. Et puis sous la direction de qui? Bon, là, vous mettez mon nom pour l'instant. Et puis la date de votre présentation. Pour nous, ce sera le 23 juin. Vous allez ajouter 23 juin. Alors, je vais juste vous rappeler ça sans passer à côté parce que vous avez peut-être oublié parce que c'est important de vous rappeler ça. C'est le 23 juin, c'est ça? 23 juin. C'est 23 juin, vous allez faire votre présentation. Voilà, vous ajoutez 23 juin. Alors, vous rappelez déjà, comme vous avez déjà votre sujet ici, vous rappelez les objectifs, objectifs de la recherche. Les objectifs de la recherche, là, comme je vous ai dit, dans la problématique, quand vous, c'est pas la question, vous mettez directement, vous expliquez déjà les objectifs poursuivis. Et avant de poser cette question, de poser la problématique. Ça, vous rappelez un certain nombre de points déjà. C'est de rappeler un certain nombre de points pour vos objectifs de recherche. Vous les rappelez ici, hein, et après ces points-là, on passe aux intérêts de la recherche, intérêt académique, intérêt professionnel, intérêt personnel et intérêt sociétal. Vous rappelez ça en des points, bullet points très simples, en somme de résumé. Vous racontez pas vous racontez pas beaucoup de choses, mais ce sont des résumés. D'ailleurs, c'est une présentation orale, il faut que ça donne envie. Autre chose que vous présentez, c'est les motivations de la recherche. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail? Les motivations, on avait déjà parlé. Ça encore, vous faites des bullet points. C'est des bullet points, pas des textes. Il ne faut pas faire des copier-coller de textes. Essayez de résumer, pour nous présenter des bullet points. Et puis, autre chose, les différentes sources académiques, les différentes sources que vous avez utilisées pour rédiger euh, votre première partie, votre travail, ou bien votre mémoire, ou bien votre thèse déjà. Vous commencez par études de marché, différentes sources, données de marché. Est-ce que les données de marché, il faut donner des exemples de données de marché. Parmi les données de marché, on a les sites comme BFM Business, les sites comme Zerfi,
des sites comme France 24, dépendamment de votre sujet, l'INSEE, tout ça, ce sont des sources. Il ne faut pas ajouter des sources juste pour ajouter des sources. Parce que quand vous ajoutez des sources, je vais consulter dans votre document, le document que vous allez rendre, le document rédigé, pour voir est-ce que ces sources-là correspondent. D'accord? Professionnel, hein, si ce sont des sources professionnelles, la presse professionnelle, c'est important. Comme BFM Business, c'est professionnel. Zerfi, c'est marché. BFM Business peut être aussi marché et professionnel. Les sources académiques, hein, les articles scientifiques, ce sont des sources académiques. Les articles scientifiques, ce sont des sources. Parfois, il y a des working papers qui sont purement académiques. Pas scientifiques, mais purement académiques. Les articles publiés dans des revues à comité de lecture, la participation dans des conférences, ce sont des sources académiques. Un livre est une source académique. Un livre, un ouvrage, c'est une source académique, mais par contre, un article publié dans une revue classée, c'est scientifique. D'accord. Ça, c'est ça qu'on vous demande de bien préciser. Vous allez ajouter les différentes sources. Ça, il ne faut pas nous faire tourner en rond. Bon, là, on a des exemples hein, après, comme des exemples hein, de sources que vous pouvez utiliser. Parmi ces exemples hein, de sources-là qu'on a, on a Google Scholar. Google Scholar peut être, c'est une base de données, les différentes sources en termes de base de données là. Tout à l'heure, là, c'était plutôt les différentes sources marché, professionnelles, académiques, scientifiques. Là, on parle de base de données, les différentes sources en termes de base de données. Est-ce que c'est Google Scholar? Est-ce que c'est Sciences Direct? Est-ce que c'est AISL, L, Springer Link, I3E, ou bien est-ce que c'est Khan? Bon, là, ce sont des exemples. Là, il ne faut pas ajouter Ken pour Ken. D'accord? Si avez téléchargé l'article sur le site de Ken, vous allez ajouter Ken. Mais si vous n'avez téléchargé aucun article, là, vous êtes hors du sujet. Là, je vous enlève des points. Bon, je vais vous faire des commentaires. Bon, pas vous enlever, mais je vais vous faire des commentaires. Alors, ça, c'est important. Après, bon, là encore, on continue pour rappeler votre question générale ou problématique, vous l'ajoutez. Vous ajoutez, si c'est pour question générale, vous ajoutez question générale. Si c'est problématique, vous ajoutez problématique. Question secondaire, quand ce sont les questions, les sous-questions qu'on avait parlé. Si vous avez formulé des sous-questions, il faut les ajouter. Par contre, si vous avez ajouté aussi des hypothèses, c'est pareil, il faut les ajouter. Si vous avez ajouté des hypothèses dans votre rédaction d'action. Quand je parle de la rédaction, je parle de l'autre document qu'on avait parlé tout à l'heure. D'accord? Ça, c'est important. Hum, méthodologie. Méthodologie, ça, c'est important. Méthodologie. Bon, si vous êtes en première année, ce n'est pas tellement important. Hein. Peut-être vous pouvez dire que vous comptez organiser et réaliser une étude à partir d'une approche quantitative ou une approche qualitative. Ça, c'est votre position. Mais en deuxième année, vous pouvez commencer à mettre, c'est important. Alors, si vous êtes en troisième année, il faut bien préciser, est-ce que vous êtes constructiviste ou positiviste ou interprétativiste? Par exemple, si vous faites une étude de cas, c'est l'interprétativiste. D'accord? L'étude de cas interprétativiste, euh, étude quantitative, approche quantitative, c'est positiviste et approche qualitative, c'est constructiviste. D'accord? Le mix aussi, méthode mix, c'est interprétativiste. Interprétativiste, c'est une synthèse de l'approche positiviste et l'approche constructiviste. D'accord? C'est en termes d'hypothèse, là. Pas en termes d'hypothèse, c'est plutôt en termes de méthodologie, approche méthodologique. Alors, on a bien dit, c'est l'approche hypothético-déductive ou inductive. Bon, ça, pour tout le monde, je vous conseille approche hypothético-déductive parce que vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de ressources pour vraiment faire l'approche inductive. L'approche inductive, c'est si vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez sur un concept. Je me rappelle, il y a un doctorant, ça fait 2 ans qu'il travaille chez Amazon, qui a développé un concept. Mais le problème, parce que c'est vrai, il a développé un concept, mais le document qu'il a présenté, ce n'est pas un document de thèse. Ce n'était pas un document de thèse, c'était juste un rapport. Mais non, on est une école, on est à l'école. Quand on vous demande une thèse, il faut que ça soit rédigé. Quand on parle de la thèse, voilà, il faut qu'il y ait une introduction, une mise en contexte hein, déjà, et vous présentez l'environnement
C'était dans la logistique et l'environnement, autour de la logistique, hein. Ça aussi, les paramètres de l'environnement macroéconomique. Et autre chose, bah, c'était chez Amazon, il faut présenter Amazon. Présenter Amazon, c'est important, c'est le minimum. Et après, vous présentez votre travail. Présentez votre travail, vous avancez sur votre travail, vous concentrez sur votre travail, mais chaque résultat que vous trouvez, vous essayez d'aller dans la littérature, trouver des concepts qui en parlent pour dire oui, ça a été dit par tel auteur, ou bien s'il n'y a aucun auteur qui l'avait dit, mais il faut donner une explication sociale. Là, vous êtes en train de produire de la connaissance usuelle pour les managers. Ça, c'est important. Là, l'étudiant n'a pas donné signe de vie, bien dommage. Bah, bien dommage, c'était ça. C'était une étude intéressante. Et puis, voilà, on dit, c'est soit vous faites quantitatif, soit vous faites qualitatif, vous faites le mix. Si vous faites le mix, hein, on mixe des deux, vous avez une approche interprétativiste. Si vous faites qualitatif, vous êtes constructive. Et puis, si vous faites quantitatif, vous êtes positif. D'accord? D'accord, c'est comme ça. Et puis, la population d'études, hein, et quelles sont les cibles de à qui vous allez adresser votre, si c'est un sondage à qui, une étude quantitative, si c'est qualitative, bon, il va y avoir des entretiens, ce sera à qui, quelle serait la population. Ça, c'est important. D'accord? Ben, il ne faut pas me sortir ça parce que chaque présentation, les étudiants m'envoient des trucs comme ça. Mais non, vous ne faites aucun effort. Il faut faire un effort là. Il faut aller plus loin. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on attend de vous. D'accord? Ben, si vous faites que ça, vous l'envoyez, mais bon, le jour de la soutenance, vous allez présenter ça. Mais non, c'est pas ça. Ça ne correspond pas du tout. Et ça peut arriver que je ne suis pas bien ou bien quelqu'un me remplace. Si la personne me remplace, on ne pourra pas présenter. Et la personne a déjà ce document. On ne peut pas présenter ce document comme ça. Ça, c'est pour vous aider. Voilà. Et contexte terrain, est-ce que vous allez organiser des enquêtes ou bien des entretiens? Le mode d'échantillonnage, si vous allez organiser enquête ou entretien, est-ce que c'est probabiliste? Est-ce que c'est non probabiliste ou empirique? Si c'est non probabiliste, si c'est probabiliste, est-ce que c'est avec tirage? Est-ce que c'est par strat? Ou bien est-ce que c'est par des clusters? D'accord? Est-ce que par grappe ou cluster? Est-ce que c'est ça que vous allez faire? Mais par contre, si c'est non probabiliste, est-ce que c'est par jugement? Est-ce que c'est par quota? Voilà. Ou bien est-ce que c'est par convenance? Ça, c'est important. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Comment vous allez procéder pour recruter les cibles, hein, ou les cibles à interviewer ou les enquêter, personnes à sonder, comment vous allez procéder pour les recruter et les spécificités du secteur d'application de votre sujet. Ça aussi, ça c'est important. Importance, il faut en parler. Euh, voilà, pour le traitement de terrain, est-ce que vous allez procéder par des tri ou traitement des données? Ça c'est important. Euh, Dépouillement, tout ça c'est important, surtout si vous êtes en troisième année. Et vos avancées, ça c'est important. Est-ce que votre cadre théorique est délimité ou finalisé? Est-ce que le plan de la thèse est délimité ou finalisé si vous êtes en première année? Est-ce que la problématique est-elle délimitée ou finalisée si vous êtes en première année? Et méthodologie est-elle délimitée si vous êtes en deuxième année maintenant? À partir de deuxième année et troisième année, terrain a-t-il été prouvé et délimité deuxième et troisième année? Ça, c'est pour les étudiants en deuxième et troisième année. La rédaction a-t-elle déjà commencé ou bien avancé? Ça, c'est pour les premières années, deuxième année. Bon, troisième année, on suppose que vous avez déjà tout fait. Et le questionnaire ou guide d'entretien, c'est déjà rédigé. Ça, si vous êtes en deuxième année et troisième année. La première année, qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse beaucoup plus avec vous? Les cadres théoriques, plan de la thèse, problématique. D'accord? C'est très important. Et puis, hein, la rédaction de la revue de littérature. Voilà, on a ces 4 points-là. Et pour les deuxième, troisième année, vous devez maîtriser l'ensemble de ces points-là. D'accord? Ça, c'est important. Puis, vous ajoutez, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que c'est ça, c'est important. Il faut toujours ajouter ce qu'il vous reste à faire. Vous terminer par merci pour votre attention. Alors, en gros, c'est ça qu'on attend de vous, de faire dans votre travail. Essayez de ne pas faire du copier-coller.
quand je vous envoie ce document, c'est pas pour me sortir ce document. Mais non, ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour vous aider. D'ailleurs, je vais le mettre en PDF parce que chaque fois que je vous envoie ces documents-là, je vous envoie sur format PowerPoint et vous faites du copier-coller. Ça, c'est pas bien. Alors, je vais l'envoyer en PDF. Ça vous permet de vous projeter, de comprendre. Bon, même si c'est en PDF, je sais que vous avez la capacité de convertir en PowerPoint. Mais bon, mais c'est juste vous rappeler que non, il faut un travail sérieux. Là, on attend que vous mouillez le maillot et il faut pas, il faut qu'on monte, on monte le niveau au niveau de l'ISMAC. Voilà, ça c'est important. Je vous présente tout sur ces documents-là. C'est la base de ces documents-là. On va vous évaluer. Bon, euh, autre chose à voir avec vous, c'est les grilles d'évaluation. Comment on vous évalue? On évalue votre travail. Déjà, si vous êtes en première année, ou bien vous travaillez encore sur la première partie. Vous êtes en deuxième année, vous travaillez encore sur la première partie. Donc, sur quoi on va baser votre écrit? Parce que ce document écrit là, ça, il faut l'envoyer. Attendez. Alors, j'ai déjà supprimé. Attendez, hop, je vais l'afficher pour vous. Voilà. Ce document-là, c'est ce document-là, il faut remplir, il faut l'envoyer, il faut rédiger, avoir plusieurs pages. Il n'y a pas des centaines de pages, plusieurs pages, des dizaines de pages pour les deuxième, troisième année, des dizaines, hein, pour les deuxième, troisième. La première année, très avancée. Alors, sur quoi on va se baser pour vous évaluer? Déjà, bon, c'est cette fiche-là que je vais utiliser pour vous évaluer. Dans cette fiche-là, quelles sont les informations à prendre en compte? Déjà, voilà, non, mon nom va être ici, votre nom va être ici. Euh, Puis, on a tout en haut, en la tête des colonnes, on a des notes allant de excellent à très faible. Très faible, vous avez une note inférieure à 8. Bon, vous êtes en DBA, on ne va pas dire que vous avez une note inférieure à 8, mais quand même, vous aurez des commentaires. Commentaires sur des choses qu'il faut voir. Ça va permettre de voir à quel niveau vous êtes, hein. Là, on va voir est-ce que vous êtes très faible, est-ce que vous êtes moyen, hein, et est-ce que vous êtes excellent, vous êtes très bien aussi. Ça, c'est sur ces points-là qu'on va vous évaluer. Alors, par rapport à ça, on a déjà la formulation de la problématique. Est-ce que votre problématique est bien formulée? Bon, deuxième, premier, deuxième, troisième année, c'est la même chose. Voilà. Si c'est mal formulé, pas du tout, et on verra. C'est pour cela, vous devez m'envoyer votre problématique pour validation avec vous. D'accord? Et la qualité et des sources, hein, et la diversité des sources identifiées euh, et parmi les auteurs, la qualité des sources et la diversité des sources, et aussi les auteurs des références. Ça, c'est important. Je crois que j'ai beaucoup insisté sur les auteurs des références. Quand on parle des auteurs des références, ce sont des auteurs qui travaillent sur le sujet, qui ont déjà mené des réflexions sur le sujet, des auteurs qui sont des références, hein, dans le domaine. D'accord? Quand on parle du luxe, hein, un auteur, hein, comme Jean-Noël Cap-Ferret, il faut le citer. Il faut le citer. Quand on parle du digital, hein, il y a un auteur comme Venkatesh, hein, ou bien Davis, il faut citer ces auteurs. Alors, ce sont des auteurs de référence. Identification des cadres théoriques, hein, hein, ça c'est important, le cadre théorique de votre travail, sur les sous-bassements théoriques, sur quelle théorie que vous basez pour amener votre réflexion. Ça c'est important. Les justifications théoriques de la problématique, à partir de votre problématique, quels sont, comment vous jugez, hein, comment vous justifiez les auteurs que vous citez, votre revue de littérature, comment votre revue de littérature est basée sur la problématique. C'est ça on avait dit. Le plan de la revue de littérature est basé sur la problématique. C'est le plan est basé sur la problématique, le plan de la revue de littérature. Et dans la revue de littérature, il y a des formulations théoriques, il y a des concepts théoriques, il y a un cadre théorique. Le cadre théorique, est-ce que ce cadre théorique est basé sur la problématique? Capacité de synthèse de la littérature. Il ne faut pas
hier du copier-coller ou bien vous racontez des choses et après vous ne faites pas une synthèse. Quand vous dites tel auteur a dit ça, tel auteur a dit ça, il ne faut pas passer votre temps à dire tel auteur a dit ça, selon tel auteur, selon tel auteur. Mais bon, une fois que vous parlez de plusieurs auteurs, et après, il faut faire une synthèse. Il faut faire une synthèse. Il faut faire une synthèse. Il faut analyser ce que les auteurs ont dit. C'est ça votre capacité de synthèse. Votre capacité de construire un raisonnement autour de votre vie de littérature. Un raisonnement, voilà, qui a du sens. Ça aussi. Autre chose, c'est respect des normes et présentations de la bibliographie. Ça, c'est important. Les normes APA. Vous avez oublié, j'ai déjà fait plusieurs présentations dessus et ça pourrait vous être utile. Il faut aller regarder, consulter comment ça se présente. D'accord? Et puis, des corrections sur la forme, sur l'orthographe, sur les styles de rédaction, sur la mise en page. Tout ça, c'est important. La mise en page. La mise en page, c'est important. Il ne faut pas deux points dans les titres. Il ne faut pas souligner les titres. Si c'est en gras, il ne faut pas souligner. Déjà, est-ce qu'on commence par 1.1, 1.2, 1.3, etc. Ça, c'est important dans les titres et les sous-titres. Et puis après, on vous donne une note globale et puis l'évaluation, l'observation, et puis on donne le lieu où ça a été corrigé et puis la signature de la personne qui a signé, qui a évalué. Ça, c'est un exemple. Maintenant, on va regarder pour la partie empirique. La partie empirique, c'est la deuxième partie, en quelque sorte. On a à peu près les mêmes critères d'évaluation entre excellent et très faible. Alors là, on va voir l'introduction, le contexte, la problématique et la revue de littérature. Là, on va regarder de manière globale, hein, voir est-ce que vous respectez ce cadre de travail. Et puis, vous faites l'identification des sources théoriques. Hein, est-ce que c'est bien identifié, c'est cité? Parce que sinon, ce sera considéré comme le plagiat, surtout avec l'histoire du ChatGPT, l'intelligence artificielle qui permet de générer du texte, hein, l'intelligence artificielle générative. Là, ça peut arriver qu'on n'a pas confiance en vous. C'est pour ça qu'il faut toujours citer les auteurs. Formulation des pistes ou des hypothèses de recherche, parce que ça, c'est important. Il faut formuler des hypothèses de recherche dans le cadre de votre travail. On fait la revue de littérature comme on a une approche hypothétique déductive à respecter. À la fin de la revue de littérature, il faut faire émerger des hypothèses. C'est ça qu'on vous demande de faire. Faites émerger des hypothèses. C'est sur la base des hypothèses qu'on va essayer, des hypothèses formulées et émergées, on va juger que votre capacité à formuler des pistes ou bien des hypothèses. Ces hypothèses, on aura le temps d'en parler. Justification de la méthodologie, hein, apport théorique, hein, et cohérence avec la nature de la problématique. Alors, l'approche que vous choisissez doit être en cohérence avec euh, votre problématique, approche méthodologique. Si vous avez quels sont déjà, bon, quels sont ces numériques, là, on pense à la méthode quantitative. Quand on a le comment, on pense souvent à la méthode qualitative. Voilà, ça c'est en quoi et parfois c'est quantitatif, parfois c'est qualitatif. Et c'est tout ce qui arrive derrière. Les choix et justification d'un dispositif d'analyse des données, ça c'est important. Comment vous allez procéder pour analyser les données? Comment vous allez procéder pour analyser les données? Ça c'est important. Pour poser la question, comment vous allez procéder. Ça fait partie de la méthodologie. Voilà. L'échantillonnage, ça fait partie de la méthodologie. Alors, anticipation sur les limites, les difficultés par rapport à la méthodologie choisie. Si c'est qualitatif, on ne peut pas généraliser les résultats. Si c'est quantitatif, pareil, on ne peut pas, comme limite, on ne sait pas qui répond. On ne sait pas qui répond. Le risque d'erreur peut être élevé. Le respect des normes bibliographiques. Hein. Oh oui, j'ai failli oublier un calendrier prévisionnel relatif à votre réaliste et cohérent, qui soit relatif à vos démarches de collecte des données, traitement des données, etc. C'est ça, un calendrier prévisionnel, ça montre que vous respectez les normes. Et puis, la qualité de la forme
à savoir orthographe, style de rédaction, mise en page, etc. En gros, c'est ça, c'est la deuxième partie, sur ça qu'on va vous baser. Alors, cette partie empirique, c'est pour les étudiants qui sont en deuxième et troisième année. Ça, peut-être, vous avez avancé. Et par contre, pour les étudiants, pour la première partie, c'est plutôt pour les étudiants qui sont en première année et deuxième année. Voilà. Je ne sais pas troisième année. Si troisième année, vous êtes toujours en littérature, là, il y a un problème. Bon, je vous conseille hein, d'aller plus vite. OK. Dernière chose à faire. Bon, les normes à part. Ça, vous avez déjà ces documents, mais je vais vous l'envoyer à nouveau. Peut-être vous avez oublié. C'est une synthèse, comment vous devez rédiger, qui vous aide à rédiger, comment citer les auteurs, comment présenter une figure, un graphique, un tableau, tout ça, une image quelconque. C'est important. C'est important comment citer les références bibliographiques, les références webographiques, vous voyez, la date de consultation, la dernière date où vous avez consulté le document sur un blog, il faut l'ajouter. Un blog. Là, c'est pour les blogs. Ça, c'est pour les articles de blog. On appelle webographie les articles uniquement sur Internet qui ne sont pas dans des revues de type Sciences Directes, Cairn, Springer, etc. Quand c'est directement sur le blog, on l'ajoute comme ça. Mais si c'est dans une revue que l'article a été publié, on ne met pas les références, on ne met pas le lien Internet. D'accord? Vous comprenez? En gros, c'est comme ça, tout est là, tout est expliqué. Je suis ravi de faire cette présentation pour vous. Et comme ça vous permet de rattraper et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas, comme je vous ai dit dès le début, euh, dans ce cours-là, vous aurez vous aurez d'autres séances, hein, les séances. Hein. La semaine prochaine, qui sera le 26 mai, vous aurez cours toujours sur le campus de Guiton à Paris. Et puis le 2 juin, 9 juin, 16 juin, vous avez encore cours. Voilà, il nous reste un mois de cours, en quelque sorte. Il y aura un mois de cours. Et puis l'évaluation finale, ce sera le 23. D'accord? Ce sera le 23. Vous allez faire votre évaluation finale le 23 juin. D'accord? Je compte sur votre présence et puis on avance. Et n'oubliez pas de m'envoyer votre état d'avancement et derrière, je vous fais des commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente, une excellente soirée pour les personnes qui se connectent en soirée ou bien une bonne journée pour les personnes qui vont regarder en replay. Hein. Et puis pour les personnes qui vont regarder quand elles veulent. Et ça, c'est à vous de voir. Bon, je vous conseille toujours avancer. On s'arrête là et puis on se donne rendez-vous lundi prochain, lundi 26 mai, et sur le campus hein, de Guiton à Paris. Au revoir.